Et voilà les gars, l'ultime preview Autriche-Turquie, deux équipes qui nous ont assez surpris en phase de groupe. Et aujourd'hui, je suis avec trois invités de prestige. Je vais commencer par Jordan, vous le connaissez, ça fait la huitième fois que vous le voyez. Comment ça va, Jordan? Ouais, toujours là, c'est la dernière preview. On a pas mal travaillé ces derniers jours, que ça je rentre du travail, donc c'était un peu chaud aujourd'hui, mais avec plaisir pour ce dernier huitième qui est l'un des, je trouve, les plus excitants. Je trouve les huit, je l'aime bien celui-là. Donc, Et on passe à Nicolas, du coup, le commentateur de la Super League sur Bein Sport. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va Météo. Bonjour à toutes et à tous. Assez impatient aussi d'être là. Du coup, on est quoi? On est vendredi. Ce sera mardi le match, donc c'est pas tout de suite, mais assez impatient de voir ça. Et effectivement, très excitant et très très ouvert, je pense, surtout ce huitième de finale. Et on passe à Célien, et non, Célian, c'est bien Célien, un abonné Football League qui a décidé de représenter l'Autriche dans le groupe de la France. Et au final, ça finit premier de son groupe. Comment vas-tu? Ça va très bien, hein. Je pense que je suis tombé sur le meilleur tirage que je pouvais espérer. Je me suis renseigné énormément sur l'Autriche. Ça m'a fait aimer l'Autriche. Pendant la première preview qu'on avait fait, j'avais pas mal valorisé l'Autriche et ça a payé. J'ai bien fait. Premier devant la France, premier devant les Pays-Bas. Et du coup, on peut commencer par le programme. T'en as pensé quoi de cette phase de groupe de l'Autriche? Bah, franchement, ça a été très très bien géré. Pour le premier match, du coup, face aux Bleus, c'était surtout très physique. On se souvient évidemment le nez cassé d'Mbappé, Griezmann propulsé sur les panneaux publicitaires et quand même 5 cartons jaunes reçus. Bon, malheureusement, ils perdent, mais c'est sur un CSC, le meilleur buteur de la compétition. Donc bon, ça, c'est dommage pour eux. Ensuite, contre la Pologne, ça s'est surtout joué en deuxième mi-temps, où la fraîcheur physique a vraiment joué, parce que Ralf Rangnick, du coup, là, pour les 3 matchs, il a tout le temps utilisé ses 5 changements. Et franchement, ça a payé, parce que tout le monde est investi et tout le monde joue très très bien. Et puis après, contre les Pays-Bas, c'était le match à se revoir, hein, parce que je pense qu'on était tous sur le match de la France. Et je me suis refait le match et c'était vraiment très très sympa, un match très très ouvert, comme on peut l'imaginer avec la Turquie. Aussi, ils ont su profiter des problèmes de défense des Pays-Bas. Et c'est surtout les armes offensives qui ont été très réalistes. Donc le bilan, au final, c'est une équipe qui a su compter sur tout son groupe. On a notamment Arnautovic qui s'est relancé, qui n'était pas titulaire au début, qui au final a fini titulaire sur les 2 prochains matchs, enfin les 2 derniers matchs. Il a marqué son but, c'est très en forme, tout le monde est en forme, tout le monde est impliqué. Donc une très très bonne phase de poule. Il ne pouvait pas espérer mieux qu'une première place de toute façon. Donc phase de poule parfaite pour moi. C'est parfait. Tu nous avais dit du coup que pour toi, l'homme fort de cette nation, ça allait pas être potentiellement les joueurs, mais plutôt l'entraîneur. Et au final, comme tu as dit, coaching payant, ça finit devant la France, ça finit devant les Pays-Bas. Le parcours est déjà réussi au final, mais là, on espère plus au vu du tirage. Partie droite, donc on va dire la partie la plus facile. Mm. Mais bon, après, on sait comment les compètes se déroulent. Et du coup, on va passer à une autre surprise, une équipe qui m'a bien plu. Après, on était déjà tous un peu hypés par ces jeunes attaquants. Arda Güler, il rentre, il claque. Kenan Yildiz, il y a son but hors jeu, mais bon, ça, c'est difficile. Et il y avait tous ces petits joueurs qui faisaient un peu rêver les grosses équipes. Du coup, t'en as pensé quoi de cette phase de groupe de la Turquie, Nico? Céline disait que l'Autriche pouvait pas espérer mieux en finissant, enfin, pouvait pas faire mieux que premier. Je pense que la Turquie pouvait pas faire mieux que deuxième dans le groupe avec le Portugal. Ce qui est bien, c'est que comme à chaque compétition, en fait, il y avait des attentes sur la Turquie, peut-être encore plus que d'habitude. Et là, à la différence des deux dernières compétitions, ils ont passé le cap du premier tour. Et sans être toujours brillant, finalement, c'est un peu la Turquie qu'on attendait, c'est-à-dire avec beaucoup d'armes offensives qui peuvent faire mal et avec énormément de carences défensives qu'on a notamment vu face au Portugal. Et je repense à ce but gag, enfin, le but contre son camp encaissé. C'est au final le match le plus important finalement, c'était peut-être celui qu'on n'attendait pas, c'était le premier contre la Géorgie, parce que c'est avec ces victoires 3-1 et le but dans les derniers instants
que tu as vraiment pris l'avantage dans ce groupe par rapport à la Géorgie et au Tchèque, parce que le Portugal était largement au-dessus et on l'a vu sur le deuxième match. Vincenzo Montella a été le coach, le sélectionneur de la Turquie, l'ancien attaquant de la Roma notamment, a été un peu tensé après le deuxième match parce qu'il avait fait des choix. Céline parlait du coaching payant de Ralf Rangnick. Ça n'a pas toujours été le cas pour Montella sur la phase de poule, mais il s'est bien rattrapé, on va dire, entre le deuxième et le troisième match face à une équipe de République tchèque qui a vraiment vendu chèrement sa peau. Et on va dire qu'il y a eu des événements un peu favorables lors du premier match et la victoire contre la Géorgie, parce que juste avant le troisième but, en fait, il y a un poteau géorgien sur un coup franc. Et en fait, le match, presque logiquement, je pense, aurait dû se terminer à 2-2, plus qu'à 3-1. Et sur le troisième match, tu as ce carton rouge, ce double carton jaune en 9 minutes de Antonín Barak, le joueur tchèque, qui met totalement dedans son équipe, en fait. Et finalement, sur les 2 victoires turques, on va dire que ça a toujours tourné dans le bon sens en fait pour la sélection nationale, et on verra si c'est le cas de nouveau contre l'Autriche. Mais finalement, la Turquie, elle a pas déçu, elle est là où on l'attendait, elle a fait peut-être un peu mieux que ce qu'on espérait, parce que 6 points dans ce groupe. Franchement, moi, personnellement, je me souviens dans les previews, je t'avais dit, on verra, mais ça va quand même être assez compliqué parce que défensivement, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça s'est confirmé, mais c'est quand même passé, donc tant mieux. Et contre l'Autriche, je m'avance peut-être un peu, mais selon moi, l'Autriche sera légèrement favorite vu ce qu'elle a montré sur le premier tour face à la Turquie. Et en Turquie, d'ailleurs, même si des fois, par rapport au football, il y a ce côté un peu irrationnel, les supporters turcs ont quand même bien conscience que contre l'Autriche, ça ne sera pas de la tarte. Même si la Turquie avait terminé 3e, ça aurait été l'Espagne en 8e. Donc effectivement, oui, on préfère quand même jouer l'Autriche. Bah, c'est exactement ce que tu nous avais dit pour la phase de groupe. Toi, tu nous avais dit que c'était plutôt une équipe qui allait se porter vers la Coupe du Monde. Donc, on t'attendait pas grand-chose de cette nation. 6 points sur 9. Au final, le travail est plus que réussi. 2e place, tu chopes la partie la plus facile du groupe. Après ça reste toujours de la chance ou non. Donc, on va pas dire que la compétition est déjà réussie, parce qu'il y a quand même un 8e de finale qui est possible, et il y a les quarts à aller chercher. Et du coup, toi, Jordan, t'en as pensé quoi de la Turquie et de l'Autriche? Écoute, 2 équipes qui m'ont bien plu. Si je commence par l'Autriche, ils ont, comme on avait dit avant, c'est une équipe qui mise beaucoup sur la pression haute. C'est Ralf Rangnick qui est la star et qui a fait de cette équipe, qui leur a donné une identité de jeu. Je trouve que c'est l'équipe qui a peut-être l'identité de jeu la plus forte peut-être du tournoi, et ça m'a bien plu, même si j'avoue qu'après match contre la France, je me suis un peu inquiété parce que je me suis dit, j'ai l'impression que c'est une équipe que de milieu de terrain. J'ai l'impression qu'il manquait un peu quelque chose devant, et c'est pour ça que j'ai aimé que depuis, à partir du deuxième match, on a mis Arnautovic en pointe qui, je trouve, fait plutôt bien son travail. Et donc, du coup, ils ont fait 2 victoires, et c'était encore mieux, je trouve, pour l'Autriche. Attention à eux, par contre, je crois que la défense centrale, elle a changé quasiment tout le temps. Ou je sais plus, le troisième, peut-être que ça a été la même défense qu'au deuxième, je me souviens plus très bien, mais attention au problème peut-être en défense centrale. Et du coup, ça m'amène du coup sur la Turquie aussi. Je trouve, c'est une équipe un peu frisson. Il y a plein de joueurs que moi j'ai découvert perso, enfin, et qui m'ont fait des bonnes impressions. Donc, Yildiz et Güler, on attendait beaucoup d'eux, mais ils répondent présents. Et moi, c'était les premiers vrais matchs que je voyais vraiment d'eux, donc ça m'a bien plu. Kadioglu aussi, qui, je trouve, fait une super compétition. Donc, c'est une équipe vraiment qui a un potentiel offensif et de création de jeu qui me plaît. Et après, du coup, comme il a dit Nico, attention, en défense centrale, je trouve que des fois, il y a des petits sauts de concentration, des petites erreurs qui peuvent amener pas mal de dangers. Et du coup, attention à ce match-up un peu d'équipe. Si en défense centrale, on commence à paniquer un peu face au pressing des Autrichiens, j'ai peur que ça fasse des erreurs et amener des gros dangers. Donc, ce sera peut-être la clé de ce match, je pense. Je me trompe peut-être, mais tu peux me confirmer ça ou non, Nico. Je trouve quand Demiral il est rentré, bah, ça avait l'air plus solide quand même défensivement, la Turquie. Je ne sais pas si tu vois un peu son entrée. Quand il est rentré pour une blessure, il me semble, il est rentré et j'avais l'impression que la défense turque était quand même plus sereine avec son entrée. T'en penses quoi?
Ouais, il avait remplacé Samet Akaydin qui avait eu un souci lors du, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième match. Et en fait, Samet Akaydin, d'ailleurs, ce défenseur qui s'était blessé et qui avait été remplacé par Demiral, c'est lui qui marque ce but contre son camp, contre le Portugal. Et alors en Turquie, on pense presque que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'en fait il est suspendu pour le match contre l'Autriche. Et en fait c'est, si tu veux, un joueur qui est beaucoup aimé par le sélectionneur Vincenzo Montella, parce que notamment en fait ils se sont connus à Adana Demirspor, et en fait la meilleure saison de ce défenseur central c'était quand Montella était son coach. Et depuis il y a toujours eu un peu ce rapport de confiance entre les deux, sauf que bon, il sera suspendu, Merih Demiral sera quasiment à coup sûr titulaire. Et en défense centrale, tu auras le retour de Abdülkerim Bardakji, qui était suspendu, lui, pour le troisième match, le défenseur de Galatasaray, et qui donc va pouvoir récupérer sa place de titulaire. Et par rapport à la défense, c'est vrai qu'en fait, c'était un axe un peu à surveiller pour les Turcs, et surtout face à l'Autriche. Ce qui s'annonce assez compliqué, c'est qu'en fait l'Autriche est une équipe qui aime bien aller chercher haut son adversaire, presser, gêner la relance, et les joueurs, la défense turque, que ça soit l'axe central, voire le gardien, encore que bon, il y a eu deux gardiens différents sur la phase de groupe pour la Turquie, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a du mal à ressortir le ballon proprement en fait si elle est pressée. Et de ce côté-là, l'Autriche, c'est justement un de ses points forts, gêner la relance. Donc, il va falloir être très, très méfiant et faire attention dans les prises de risque pour les Turcs pour pas donner des munitions trop faciles aux Autrichiens. Je pense que ça sera vraiment un point tactique à surveiller. On va voir si Montella travaille dessus ou a des idées peut-être pour contrer ça. Parce qu'en fait, si on essaie de relancer, entre guillemets, proprement depuis l'axe central, on risque surtout d'offrir des ballons facilement exploitables aux Autrichiens. Ça marchait du coup. Maintenant, ça me donne l'idée, si derrière, tu as des problèmes de relance, il faudrait essayer de trouver peut-être un système où je sais pas, tu essaies de densifier le milieu de terrain et tu te donnes un peu la clé de la relance, je sais pas, à Çalhanoğlu peut-être, qui essaie de redescendre, qui techniquement est proche, et en plus il a une capacité de long ballon aussi, ça peut aider. Ouais, mais je voulais en parler. En fait, Hakan Çalhanoğlu, il joue à l'Inter, il joue devant la défense quasiment. Ouais, c'est ça. Il joue milieu défense. Il est très bas sur le terrain. Avec la sélection nationale, il est meneur de jeu. Et là, du coup, il sera rien du tout parce qu'il est suspendu aussi. C'est le capitaine de l'équipe, évidemment. Et il est suspendu, ce qui fait que techniquement, tu vas encore, entre guillemets, perdre un peu en qualité au milieu de terrain. Et voilà. Et il n'y a pas de joueur sur le banc de la Turquie capable de remplacer et son activité et sa qualité technique. Donc voilà, ça c'est le plus gros problème de ce match pour les Turcs, c'est que Çalhanoğlu sera absent. Il a marqué un but en plus là sur le troisième match, un but magnifique d'ailleurs. Donc très compliqué tout ça pour Montella. Comme tous les buts de la Turquie, c'était des bangers. Ouais, quasiment. Même le but contre son corps, c'est un banger. Mais il est mémorable au moins pour une bonne raison. Ouais. C'est tellement important, Çalhanoğlu, que je me suis noté dans les points forts de l'Autriche. Que Çalhanoğlu est indisponible. C'est. J'avais pas vu ça. Ça change pas mal quand même. Ouais. En fait, c'est un joueur en plus qui a pas toujours été. Il est très bon à l'Inter et il n'a pas toujours eu le même type de performance avec la sélection. Ça lui a été même parfois longtemps reproché en fait de pas être aussi bon sous le maillot de son pays. Et là, il a fait un très bon premier tour. Et ouais, c'est un vrai coup dur. Alors peut-être que du coup, ça fera que Arda Güler jouera à sa place poste pour poste vraiment dans l'axe du terrain et qu'on aura quelqu'un d'autre sur le côté droit. Voilà, tactiquement, il va falloir trouver des choses, sachant que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été noté par les observateurs, mais en fait, le troisième match, la Turquie, il a joué son numéro 9, c'est-à-dire que le joueur qui était censé être en pointe, Barış Alper Yılmaz, a joué tout le match ailier droit, ce qui est en fait son meilleur poste. Et en fait, le joueur qui était le plus haut sur le terrain, c'était Arda Güler, qui jouait en fait une sorte en position de faux neuf, mais en même temps qui était finalement assez bas, et il n'y avait aucun attaquant de pointe de référence sur le terrain pour la Turquie. Kenan Yildiz était à gauche. On verra si ça a donné des idées à Montella, mais c'est vrai que sans Çalhanoğlu, tu auras forcément Arda qui sera dans l'axe aussi, et tu auras sûrement Kenan à gauche et Barış Alper à droite, et peut-être on va renforcer le milieu de terrain avec un joueur plus défensif que Çalhanoğlu. On verra. C'est vrai que c'était une info que je ne m'étais pas noté, l'absence de Çalhanoğlu, et au final, ça va beaucoup jouer pour la Turquie, et c'est une absence terrible. En soi, on va pas se le cacher, je pense que c'est le meilleur joueur de la nation turque, du coup, l'équipe turque. Et du coup, là, on a parlé un peu de la phase de groupe, on va parler de ce 8e. Mais avant ça, je vais quand même donner une petite stat. Du coup, il y a eu 15 rencontres, matchs amicaux compris, entre les deux nations. 8 victoires pour l'Autriche, 6 pour la Turquie, 0 nul. C'est serré. C'est serré, pas de match en compétition officielle, hormis les qualifs, du coup.
Et on peut repartir sur la Turquie avec Nicolas. Est-ce que tu es confiant pour ce huitième et qu'est-ce que tu modifierais? Là, tu viens de nous parler d'un aspect qu'il faudrait potentiellement changer, avoir potentiellement un neuf. Donc, toi, est-ce que tu es confiant pour la Turquie et qu'est-ce que tu modifierais? Je ne sais pas s'il faut absolument avoir un neuf, mais ce qui est sûr, c'est que ouais, l'absence de Çalhanoğlu, ça va forcément modifier des choses tactiquement. Et ce qui s'est passé contre la République tchèque, justement, de jouer sans vrai numéro 9, je pense que ça peut vraiment donner des idées à Montella parce que justement, face à l'Autriche, ça sera très compliqué au milieu de terrain. Il faudra amener beaucoup de densité et peut-être avoir un joueur plus travailleur, plus défensif que Çalhanoğlu et au final laisser les clés de l'attaque au trio Kenan Yildiz, Arda Güler et Barış Alper Yılmaz pour surprendre l'Autriche. Ouais, pour moi, le plus gros souci, ça sera la relance défensive et le pressing autrichien, parce qu'en fait, hormis Ferdi Kayorlu, dont j'avais un peu parlé dans la preview en disant que c'était pour moi un des joueurs qui pouvait se révéler au grand public, parce que contrairement à Arda ou Kenan, il ne joue pas encore dans un grand club européen, même si Fener a une sacrée histoire, mais c'était peut-être le joueur le plus bankable et peut-être le moins connu aussi de la sélection. Donc, hormis lui, il n'y a pas de joueur très technique en fait sur les phases, enfin dans la défense. Et on ne peut pas tout faire reposer sur ses épaules. Donc, pour Montella, il n'y a pas non plus sur le banc un choix énorme. Donc on va voir ce que fait le coach. Après, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que pour la Turquie, étant en huitième de finale, c'est pas que la compétition est réussie, parce que ça serait peut-être un peu décevant de sortir face à l'Autriche, mais en même temps, ça faisait 2 éditions que la sélection n'avait pas passé la phase de poule. Là, tu as terminé deuxième, tu n'as même pas bénéficié, tu vois, de cet Euro à 24 où les meilleurs troisièmes se qualifient. Au final, il y a quasiment tout le monde qui passe en huitième de finale. Donc, ça sera pas un échec d'être éliminé en huitième, mais moi, je pense que l'Autriche, quand même, demeure favorite vu ce qu'elle a montré et vu sa dernière victoire contre les Pays-Bas, qui d'ailleurs pourrait être le prochain adversaire du vainqueur Autriche-Turquie. C'est vrai, les Pays-Bas qui joueront la Roumanie, une autre surprise de cette compétition. On était du coup avec le représentant de la Roumanie et lui, il est vraiment. C'est l'euphorie complète. C'est la première victoire 24 ans en compétition officielle, une qualification historique. Franchement, là-bas, c'est une folie. C'est comme la Géorgie, c'est la folie. On était avec le Géorgien juste avant. Franchement, il y a des petites nations comme ça qui sont en train de vivre une épopée de fou. La Slovénie, qui sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en phase finale. Franchement, l'Euro, c'est un peu l'Euro des surprises. Même s'il y a toujours cette question du meilleur troisième, est-ce que c'est bien ou non? Pour moi, non. Pour moi, normalement, c'est premier, deuxième, tu passes. Mais ça, c'est un autre débat. Et on passe du coup à Célien. Confiant pour ce huitième, et qu'est-ce que tu modifierais? Alors du coup, confiant, je pense que c'est comme comment la Turquie, hein. Quand il y a une affiche comme ça, même si on se dit aller jusqu'en huitième, c'est déjà bien. Quand il y a une affiche comme ça, les deux forcément espèrent passer parce que tu ne tapes pas un des favoris. Donc tu espères encore plus haut. En plus, on est dans la bonne partie de tableau, donc encore plus. Moi, je m'étais également noté que du coup, vu que cette équipe tourne pas mal, ça c'est le point fort et je pense que ça va encore continuer face à la Turquie où dans la compo probable, j'ai vu que Danso ferait son retour. Ça qui m'avait un petit peu fait bizarre de le voir que face à la France. Il casse un nez et puis derrière il joue plus. Et, donc derrière il devrait revenir sur la compo. Ça va encore un petit peu changer, mais ça va encore compter normalement sur Arnautovic. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, Arnautovic qui monte en puissance, hein. Il n'a pas vraiment beaucoup joué cette saison avec l'Inter. Je pense qu'il n'a pas fait plus de 5 matchs titulaires. Donc, qui commence là à monter en puissance comme ça avec l'Autriche, c'est très très bien. Du coup, il y avait la défense friable de la Turquie. Pour une équipe qui aime presser comme l'Autriche, c'est parfait. Ils vont encore plus presser que d'habitude, hein, je pense. Ils vont tout donner pour ça. Je me suis donné une stat en phase de groupe. L'Autriche occupe la deuxième place pour les ballons récupérés. Ils ont récupéré 132 ballons en déjà 3 matchs. Et c'est la deuxième équipe aussi qui a le plus taclé, enfin en tout cas réussi les tacles. Donc c'est vraiment typique de Ralf Rangnick. C'est exactement ce qu'il propose. Ça s'est super bien déroulé lors de ces 3 premiers matchs. Et je pense que contre la Turquie, c'est un adversaire contre qui ça devrait encore marcher.
parce qu'on avait vu contre la France qui jouait un petit peu plus bloc bas, et ensuite on a vu les 2 matchs d'après où vraiment c'était à fond pressing. Je pense que contre la Turquie, ça devrait être à peu près pareil. Puis une autre stat moi, qui m'a choqué, et je l'avais vraiment pas vu venir, c'est que l'Autriche finit deuxième meilleure attaque de ces phases de poule. Et donc, je reviens sur la défense de la Turquie. C'est encore mieux. Si la défense doute un petit peu, perd un titulaire. Ouais. Ouais, du coup, je m'étais noté ça, surtout avec un Arnautovic qui revient à fond. Mais par contre, en point négatif, je m'étais noté aussi que bah, sur 3 matchs, on a quand même encaissé des buts à chaque match. Donc, être une meilleure attaque, c'est bien, mais encaisser des buts à chaque fois, en plus pour l'Autriche, c'est pas forcément quelque chose de très très bien. Donc, même si contre la France, c'est un but contre son camp, je pense que du coup, ce match devrait être ouvert si on reste sur les mêmes bases. Je pense qu'il y aura peut-être des buts des deux côtés, mais il faut en marquer plus que l'adversaire du coup. Je pense Ouais, moi aussi. je pense que ça sera un match très ouvert, franchement, parce Ouais. que la Turquie ne sait pas défendre, clairement, et donc doit absolument marquer. Enfin, il faut qu'ils marquent au moins 1 ou 2 buts par match s'ils veulent gagner, parce que tu peux quasiment être sûr qu'ils en prendront un moment. Même si le but, je sais pas si vous l'avez noté, si vous l'avez vu, mais le but encaissé par la Turquie contre la République tchèque, moi, m'a pas mal interpellé parce que à mes yeux, il y a il y a une faute très clairement, enfin très évidente sur le gardien qui sort en fait sur un ballon aérien qui est percuté par l'attaquant de ses 5,50 m. Et le but est checké et il est validé, alors qu'en fait, la règle dit que t'as pas le droit de toucher un gardien qui tente de s'emparer du ballon dans sa surface, enfin dans ses 5,50 m. Là, il est touché, il est percuté, il se prend même un coup de coude et finalement, on laisse quand même jouer. Et la Turquie encaisse un but. Donc, ça a vraiment pu faire basculer le destin de la sélection à ce moment-là, parce que en cas de défaite contre les Tchèques, la Turquie aurait terminé 4e avec la victoire de la Géorgie. Et pour une fois que ça tenait pas mal, en fait, selon moi, il y a eu une erreur d'arbitrage, ou en tout cas, j'ai pas compris l'interprétation de l'arbitre. Et ça aurait pu changer pas mal de choses, et je ne serais pas là pour en parler du coup si la Turquie avait été éliminée. C'est vrai, c'est vrai. Après, quand on regarde un peu il y a eu plein de faits de jeu où on ne savait pas trop où aller sur le but de Xavi Simons contre la France. Est-ce qu'il fait action Mais là, de c'est de jeu? l'interprétation. C'est est-ce qu'il fait action, est-ce qu'il gêne Mike Maignan ou pas. Là, pour le coup, la règle, elle est claire. Tu peux pas toucher un gardien qui est sur une sortie aérienne, en fait. Dans ces 5,50 m, c'est interdit. Donc, à partir du moment où tu le touches, même si tu l'effleures, c'est considéré comme une faute. Ouais, là, j'avoue que j'avais pas trop saisi le truc. C'est vrai. Et du coup, toi, Jordan, t'en penses quoi de ce 8e? Je pense aussi que tu penses un peu comme nous, que ça sera ultra ouvert, que tu nous as dit avant que il t'intéresse ce 8e, donc t'en penses quoi? Oui, bien sûr, il m'intéresse. Moi aussi, je pense que ça va être un match assez ouvert où, finalement, comme l'a dit très bien Célien, l'Autriche a concédé à chaque fois. Donc, on peut se dire que la Turquie marquera forcément un but. Pourquoi pas? Après, avantage forcément, je trouve, à l'Autriche qui arrive vraiment en pleine confiance. En vrai, tu peux pas dire que c'est pas un échec dans les faits de sortir en 8e. Je pense que l'Autriche est déjà contente de son parcours. Mais si tu sors contre la Turquie en battant les Pays-Bas, tu vois, juste avant, on finit son premier groupe avec France et Pays-Bas, tu peux te dire, tu vois, il y a une petite déception, même si ça voudra dire que la Turquie aura fait un super match. Donc, ça contrebalance peut-être, mais tu peux être déçu peut-être. Donc, je pense que la pression elle est peut-être un peu plus sur les épaules de l'Autriche. Et du coup, bah, comme on a dit, je pense depuis le début, la clé, ça va être la question de la relance côté turc. Est-ce que ça va pouvoir tenir? Mais j'ai envie de dire, l'espoir turc, c'est, imaginons, ils arrivent à pas encaisser, ne pas prendre de but sur une heure de relance, etc., ce qui est donc la force de l'Autriche. Pendant, c'est pas une trentaine de minutes, et que le pressing autrichien commence à affaiblir au fur et à mesure parce que ben, les organismes commencent à être un tout petit peu fatigués parce qu'ils ne pourront pas presser à très haute intensité pendant 90 minutes. Donc, la clé, ça va peut-être être là. Et forcément, si tu vas presser comme ça veut dire qu'il y a des espaces à aller chercher pour la Turquie. Et là moi, j'ai envie de cibler le côté gauche du coup de la Turquie avec Kadrioglu et Yildiz. J'ai envie de dire, c'est là qu'il faut. C'est sûrement là qu'il y a peut-être un coup à jouer avec Kadrioglu que moi je trouve que je connaissais pas du coup avant la compétition, que je trouve super bon et qui monte et qui a des bonnes percées. Yildiz qui est un bon dribbleur, etc. Donc, je pense qu'il y a une clé à avoir pour la Turquie avec un match ouvert finalement. Avantage autrichien, mais un match ouvert où la Turquie peut espérer quelque chose quand même. Même si du coup l'absence de Çalhanoğlu que j'avais pas noté, ça me refroidit un peu côté turc, mais il y a quand même des motifs d'espoir pour eux, je pense.
Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que moi j'ai trouvé les Turcs fatigués en fin de match contre la République tchèque, malgré le fait qu'ils ont joué à 11 contre 10 pendant environ 70 minutes. Et c'est quelque chose en Turquie qui est souvent problématique, même en Coupe d'Europe, c'est-à-dire que l'intensité du championnat n'est pas toujours au rendez-vous, et du coup quand tu joues des matchs à un plus haut niveau, tu peux rencontrer des difficultés à ce niveau-là. C'est l'un des points forts, je trouve, de l'Autriche, la condition physique, l'impact en fait dans l'entrejeu surtout, que ce soit dans les duels, dans le pressing à la relance. Enfin, ils sont toujours en train d'essayer d'harceler le porteur de balle. C'est vraiment la philosophie de Ralf Rangnick. Et en fait, physiquement, il va falloir que les Turcs soient vraiment prêts pour justement encaisser tout ça. Et alors l'avantage pour eux, c'est que le match est mardi et qu'ils ont finalement ils auront eu finalement pas mal de repos pour se requinquer. Mais ouais, physiquement, il va falloir tenir le choc en fait face à l'Autriche, et c'est aussi peut-être une difficulté à venir pour la sélection. Après, pardon. Vas-y. Surtout que, comme je l'avais dit, l'Autriche a énormément tourné. Ils ont fait 5 changements lors des 3 matchs. Et il y a seulement 2 joueurs de champ qui ont disputé l'intégralité des 3 matchs. C'est Sabitzer et le milieu défensif Seawold. Donc, à part ça, tout le monde a tourné, tout le monde s'est reposé. Donc, c'est sûr que si ça joue sur la fraîcheur physique, je pense que c'est avantage à l'Autriche. Après, j'ai l'impression que vraiment toutes les nations sont émoussées physiquement. Ça s'est vu avec l'intensité des matchs, qu'ils ont du mal à tenir. Tu as des joueurs qui arrivent plus au bout de 60 minutes, donc on demande des changements. Et je pense que l'Autriche, c'est l'une des nations qui a su le mieux gérer ses joueurs. Après, c'est aussi l'accumulation des matchs. On sait que ça joue beaucoup sur tout le monde. Et du coup, on passe à l'instant prono, du coup, pour la fin de la vidéo. En espérant pas le même pronostic que j'ai vu sur Twitter, 3-3 et 20 cartons jaunes. Là, je me suis dit, bon, le match, il risque d'être épicé au vu du dernier match là, de la Turquie avec tous ces cartons jaunes. Ça, c'était une folie. Celui qui veut commencer peut envoyer son petit prono. Vas-y, Sadio, vas-y. Allez, j'y vais. Du coup, je vois un match très très ouvert. Sur la moyenne des 3 matchs, que ce soit pour l'Autriche ou pour la Turquie, il y a eu en moyenne plus de 3 buts par match. Enfin, si on fait vraiment la moyenne globale. Donc, ça joue encore en faveur du nombre de buts. Et en plus, on s'est joué en mars dernier, en match amical. Et il y a eu 6-1 pour l'Autriche. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que, comme tu le disais, Nicolas, les Turcs ne se font pas trop d'idées. Je pense que ça les a un peu refroidis parce que c'est quand même très, très récent. Après, là, c'est complètement différent. C'est une compétition, ça joue sur un match. C'est pas les mêmes joueurs. Enfin, les deux équipes turques qui joueront ces matchs n'auront vraiment pour le coup rien à voir. Mais c'est vrai que ça va être une grosse claque. Et c'est vrai que moi, je voulais en parler après. Ouais, le 6-1. J'espère que ça sera 6-1, mais alors dans l'autre sens cette fois, quoi. Ça serait pas mal. Ça peut, mine de rien, ça peut jouer dans les têtes. Je pense que les Autrichiens savent ce qu'ils leur ont mis au dernier match. Et au contraire, la Turquie, eux, vont être sûrement un peu revanchards. Ça m'étonnerait qu'ils se laissent faire et se prennent encore 5 buts d'écart. Je ne vais pas miser du tout sur ça. Moi, j'ai peut-être plus misé sur un 2-1 Autriche. L'Autriche qui mène 2-0 et qui se fait peur, peut-être en prenant un dernier et puis en restant un bon bloc à la fin, conserve le 2-1. Ouais, écoute, moi je vois un match un peu fou. Non, mais vraiment, faudra que les Turcs surtout gardent leur sang-froid et leur nerf. C'est parfois des fois ce qui leur fait défaut. Et du coup, je vais dire 3-2 Turquie. Et pour le scénario du match, j'avoue que je sèche. Mais ouais, je pense qu'il y aura des buts. Je pense que ça va pas calculer. Et puis on verra. Mais ouais, je vois un 3-2 pour la Turquie. Ouais, il y aura beaucoup de buts, je pense. Jordan, tu conclus toi avec ton pro ou je conclus d'abord Non, je conclus comme d'habitude. Ok, vas-y. Moi, un petit prono sympa. Moi, je dis 2-2. Ça va au péno. Et la Turquie l'emporte sur un penalty de Kenan Yildiz. Qui signe? Kenan, il finit pas les matchs en général. Alors, je sais pas si c'est encore là qui tire au but, c'est ça le problème. Mais bon, pourquoi pas. Non, moi je dis en vrai, ça va être ouvert. Je pense qu'il y aura des buts, ça va se répondre et tout. Déjà, ça sera physique. Ça, c'est sûr qu'il y aura des jaunes. Personne ne pourra parier sur 0 carton jaune dans ce match. Je pense que c'est impossible. Et honnêtement, je pense qu'il y aura beaucoup de buts. 2-2, voire 3-3. On ne sait pas, mais il y aura beaucoup de buts. Mais bon, en vrai, ça va être ouvert. Pour moi, il y a quand même
comment dire, il y a quand même, je suis sur du 60-40 Autriche, mais j'ai envie d'y croire pour la Turquie. Voilà. Et toi, Jordan? Mais du coup, 4. moi, je voulais un prono un peu normal. Moi, je voyais bien 2-1 comme Célian, mais vu que vous avez vu des matchs un peu foufou, je me sens un peu piégé. Euh, et du coup, non, moi, je partais un peu comme Célien, 2-1 Autriche dans un match quand même compliqué pour les Autrichiens, mais un peu comme il a dit Célien. À un moment, il y a 2-0 Autriche, la Turquie qui commence à lâcher un peu les chevaux, qui en marque un et qui a un peu de mal à marquer le deuxième. Je dirais quelque chose comme ça. Voilà, du coup, je pense qu'on peut conclure sur un petit score. Célien, Jordan, Autriche, Nico et moi, Turquie. C'est à vous de me dire ça dans les commentaires. Et du coup, merci Célien de ta présence, en espérant te voir en quart de finale. J'espère, même si j'ai l'impression que tu n'as pas envie, vu que tu veux que la Turquie passe, mais Ben oui. J'allais dire la même chose j'espère être là, j'espère être là. j'allais dire la même chose à Nicolas. Merci pour ta présence, en espérant te voir en quart de finale. Bien sûr. Ah ouais, un Turquie-Pays-Bas, pourquoi pas, j'espère. On verra. Turquie-Pays-Bas ou Turquie-Roumanie. Turquie-Roumanie, ça peut être d'autres. Turquie-Roumanie, ouais, c'est vrai, ça le fait. Mais ouais, tu vois, Turquie-Pays-Bas, tu vois, j'aimerais bien voir les Néerlandais qui sont eux aussi un peu chauds face aux Turcs. Je pense que sur le terrain, il y aurait encore pas mal de cartons et ça serait très animé comme match. Du coup, merci et merci pour la 8e fois que je te le dis. Merci Jordan pour ta présence. Voilà, on a fait tous les huitièmes, c'était génial. Maintenant, on se repose, on regarde les matchs et on rattaque pour les quarts. Ciao les gars. Ciao, bye. Ciao, tout le monde. It's not a game, it's a rich thing.